Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans une affaire mystérieuse qui continue d'intriguer et de marquer les esprits en Bretagne. Il s'agit de la disparition de Danielle Judic, la pharmacienne de Belle-Île-en-Mer, qui semble s'être volatilisée sans laisser de traces pendant la nuit du 31 décembre 1978. Ce mystère a laissé un vide immense parmi les habitants de l'île, mais aussi un souvenir qui résonne encore aujourd'hui dans les mémoires locales. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette énigme insulaire. Vous allez découvrir qui était Danielle, comment cette disparition a secoué Belle-Île et pourquoi elle continue des décennies plus tard à hanter l'imaginaire collectif. Alors servez-vous un petit thé, installez-vous confortablement dans votre canapé car ce soir on embarque pour une enquête qui encore aujourd'hui reste un mystère non élucidé. Pour comprendre la portée de cette histoire, il faut d'abord planter le décor et présenter Danielle Judic pour mieux comprendre la vie qu'elle menait à Belle-Île. Danielle Judic n'était pas seulement une habitante de l'île, mais une figure reconnue de sa communauté. À l'époque, Danielle a 25 ans. Elle est tombée sous le charme de ce refuge isolé au cœur des courants tumultueux de l'Atlantique. Et 2 ans plus tôt, elle a repris l'une des 2 pharmacies de Belle-Île, qui se situe tout près de l'embarcadère. Elle vit seule à l'étage de celle-ci, dans un appartement simple qu'elle partage avec son chat et son chien. En tant que pharmacienne, elle jouait un rôle essentiel, apportant des soins et des conseils aux insulaires, dans un cadre très restreint évidemment. À l'époque, et certainement encore aujourd'hui, la pharmacie sur une île comme Belle-Île n'est pas juste un lieu de soins. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange où les habitants se croisent et discutent. Danielle, connue et appréciée de tous, était bien plus qu'une professionnelle de santé. Elle faisait partie intégrante de la vie sociale de l'île. Et la perte d'une personne aussi centrale que Danielle allait marquer profondément les esprits. Aujourd'hui, on peut avoir un peu de mal à imaginer la Bretagne des années 70. En particulier sur un lieu aussi isolé qu'une île. À cette époque, la Bretagne connaissait un contexte socio-économique en pleine mutation, entre tradition forte et modernisation progressive. Et sur une île, la vie reste marquée par un certain isolement. Les communications et les infrastructures, comparées à celles du continent, étaient limitées. Et l'accès à l'île dépendait surtout des conditions de la mer, surtout en hiver lorsque les tempêtes rendaient les trajets plus rares. Belle-Île avait beau être une destination touristique, elle restait en dehors des circuits principaux et n'accueillait que peu de visiteurs en dehors de la belle saison. Et aussi, à cette époque, Belle-Île, c'est un endroit aussi où on meurt. En 1978, parmi les 5000 habitants, la mort s'est installée ici depuis peu. Au fil de la décennie, plusieurs affaires criminelles sont venues troubler la tranquillité de ce paradis au milieu de la mer. Quelque temps avant la disparition de la pharmacienne, une vieille dame est tuée par sa fille et par son gendre pour son héritage. Et quelques mois après la disparition de Danielle, un homme tue sa femme sans scrupule. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est que comme partout ailleurs, à Belle-Île, la révolution sexuelle commence à arriver chez les jeunes. Ainsi, Danielle, qui ne s'est installée que 2 ans auparavant sur l'île, et n'ayant que 25 ans, a plusieurs amants. Dans cet environnement insulaire où chacun connaît tout le monde, et un peu ce qui se passe aussi chez les uns et chez les autres, les liens sociaux sont particulièrement forts. La communauté s'organise comme un cercle de soutien, un réseau tissé et serré pour faire face aux difficultés de la vie quotidienne. La solidarité entre les habitants n'est pas un choix, mais une nécessité. La vie à Belle-Île renforce ainsi les liens entre les individus qui dépendent plus ou moins des uns et des autres, pour le commerce, pour les soins et même parfois aussi pour la sécurité. Et pour les Belle-Îlois, la disparition de Danielle Judic fut un choc d'autant plus grand. Elle n'était pas seulement une voisine ou encore la pharmacienne, sa disparition crée un vide que chacun ressent profondément. Dans un contexte où tout le monde se connaît et s'entraide, l'idée qu'un membre essentiel de la communauté puisse disparaître sans laisser de traces dépasse complètement l'entendement. Ce sentiment d'abandon et d'incompréhension est ce qui a rendu l'événement si marquant pour l'île. Il est aussi important d'aborder la façon dont l'insularité à cette époque accentuait l'isolement et compliquait les recherches. En 1978, les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et organiser des recherches ou mobiliser des secours prenait du temps et des ressources. Et aussi, l'île reste paralysée les 3 premiers jours de cette année 1979. À Belle-Île, on ne peut pas compter sur une intervention rapide des autorités. Et la communauté se mobilise elle-même face aux événements. En décrivant cette atmosphère insulaire et les défis quotidiens que la vie à Belle-Île représente, on peut mieux comprendre l'impact émotionnel que cette disparition a eu sur ses habitants. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines aventures. Et il y en aura. Et si vous en voulez encore plus, rejoignez-moi sur Instagram pour des contenus exclusifs.
Et enfin, pour celles et ceux qui veulent vraiment m'aider à développer cette chaîne, vous trouverez le lien vers ma page Tipeee en commentaire épinglé de cette vidéo. Chaque contribution, petite ou grande, m'aide à continuer. Merci Brasdor. La Saint-Sylvestre 1978 est une nuit que beaucoup de personnes à Belle-Île n'oublieront jamais. Le 2 janvier 1979, Daniel Judic n'est pas venu ouvrir sa pharmacie. Une absence inhabituelle, inquiétante pour les habitants qui la connaissent bien. Daniel était une personne ponctuelle et rigoureuse. Sa pharmacie faisait partie du quotidien de l'île et l'idée qu'elle ne soit pas là, sans prévenir, sonnait déjà comme un mauvais présage. Très vite, les rumeurs commencent à circuler. Et sur une île, on le sait, ça va plutôt assez vite. Et l'inquiétude gagne peu à peu tous ses habitants. On l'a vu pour la dernière fois le soir de la Saint-Sylvestre, où le docteur Pierre-Yves Desarts réunit une vingtaine d'amis, dont la jeune pharmacienne, dans sa maison bourgeoise le long de l'avenue Carnot, l'une des artères principales de Palais, une des communes de l'île. C'est un réveillon entre membres du corps médical. Une petite sauterie avec une vingtaine d'invités de tous âges. Ce n'était pas une soirée guindée, mais il y avait tout de même du beau monde. Et beaucoup de convives travaillent à l'hôpital local. Mais les bonnes résolutions et les accolades de ce début 1979 se feront sans Daniel. 2 de ses amants sont présents à cette soirée et un prétendant. Elle part, contrariée, à peu près vers 22h. Bien avant le décompte de minuit, après une dispute avec un de ses amants sur le pas de la porte. Des témoins affirment l'avoir vu sortir un couteau et menacer la jeune femme en lui disant qu'elle ne passerait pas la nuit. Daniel s'extirpe et ne reviendra jamais. Grâce aux témoignages recueillis, les enquêteurs se disent qu'elle est repassée chez elle, probablement pour changer de vêtements, avant de disparaître dans la nuit dans son Austin Mini noir. Grâce aux enquêteurs, on sait qu'elle a pris la route de Bangor, pour aller à Port-Coton, un lieu bien connu de Belle-Île, pour ses falaises abruptes et pour ses rochers impressionnants. Puis après ça, plus rien. La pharmacienne et sa petite voiture se sont comme volatilisées. Les habitants et les autorités organisent aussi rapidement que possible des recherches autour de Port-Coton et de ses environs. Des battues ont été menées pour fouiller les sentiers, les plages, les falaises, mais en vain. Même la mer, pourtant si souvent fouillée pour retrouver des indices, reste silencieuse et ne livre aucune trace de Daniel. Les recherches sont longues, intenses et mobilisent non seulement la gendarmerie, mais aussi la communauté insulaire, profondément affectée et déterminée à retrouver leur pharmacienne. Les pêcheurs locaux connaissent les moindres recoins de la côte. Et ils explorent eux aussi les eaux autour de l'île, sans succès. Plus les jours passent sans nouvelles, plus l'imagination et les rumeurs prennent le relais. La disparition de Daniel devient le sujet principal des conversations sur l'île. Et des spéculations naissent, nourries par l'absence de réponse. Certains murmurent qu'elle aurait peut-être fui volontairement en proie à des problèmes personnels dont elle n'aurait parlé à personne. Elle avait confié à ses parents qu'elle voulait faire un voyage en Australie ou au Mexique. Peut-être aurait-elle avancé son projet. Ben oui, mais non, parce qu'à cette époque, il n'y a qu'un seul moyen de quitter l'île avec une voiture. Et comme c'est la tempête, l'île est isolée pendant 3 jours. Et puis les gars du bateau, ils connaissent tous Daniel. Et elle n'a pas quitté l'île de cette manière. Cette hypothèse est donc écartée. L'idée d'un crime traverse aussi bien sûr les esprits. Un de ses amants, celui qui l'avait menacé, était le dealer de l'île. Il avait mauvaise réputation. Des rumeurs dignes des plus grands films d'Élie Lelang, et certains les imaginent comme des Bonnie and Clyde insulaires de la drogue. Elle, la pharmacienne, le fournirait en drogue, lui, le dealer, revendrait aux drogués du coin. Et cet arrangement, mêlé à leur histoire plus qu'ambiguë, aurait mal tourné. Mais apparemment, le dealer/amant avait un alibi en béton pour cette soirée. Cette hypothèse est donc mise de côté par les autorités. Sa voiture aurait peut-être pu exploser aussi. Mais des parties auraient forcément été retrouvées. D'autres parlent d'un suicide, mais au vu des nombreux projets et projections et aussi de son caractère, sa famille affirme que Daniel n'était pas du tout suicidaire. Et puis c'est tout con, mais elle n'aurait jamais abandonné ses animaux de compagnie. Chaque témoignage et chaque observation alimentent le mystère. L'enquête devient complexe en partie parce que les indices sont minces et que les témoignages restent contradictoires. Malgré les efforts des enquêteurs pour faire la part des choses entre les faits et les rumeurs, la disparition de Daniel Judic semble totalement échapper à toute explication rationnelle. Malgré les recherches intensives et la mobilisation de la communauté, l'enquête finit par ralentir, faute de preuves et d'indices tangibles. Avec le temps, les investigations s'éloignent de Belle-Île et les autorités finissent par se heurter à un mur. L'absence d'éléments concrets et témoins directs transforme la disparition de Daniel en une énigme frustrante, presque insaisissable, qui pèse lourdement sur la communauté insulaire. Le manque de réponses, loin d'apaiser les esprits, laisse les habitants avec un sentiment d'injustice et de chagrin. Cette disparition devient malgré elle un événement marquant de l'histoire de Belle-Île, laissant des cicatrices dans le tissu social de la petite communauté. Chacun est touché non seulement par la perte d'une figure essentielle de la vie insulaire, mais aussi par le fait qu'une personne si aimée puisse disparaître sans laisser de traces. Et le coupable, n'est pas puni. Les habitants se sentent vulnérables et le mystère non résolu de la disparition de Daniel devient une sorte de traumatisme
traumatisme collectif. Ce sentiment d'inachevé et d'impuissance va influencer la perception de ce drame pour des années, inscrivant cette affaire dans la mémoire locale. Mais en 2015, une nouvelle hypothèse relance l'affaire. La jeune pharmacienne aurait pu emprunter une route en mauvais état, longeant un gouffre qui est comblé depuis. Mais une nouvelle fois, cette piste ne donne rien. Ce mystère a laissé un vide et une multitude de questions sans réponse, transformant l'affaire en une sorte de légende locale qui hante encore les esprits. Pour les Belle-Îlois, l'absence d'explication rend l'histoire d'autant plus poignante, alimentant au fil des années les récits, les hypothèses et même les mythes autour de cette disparition. Et l'histoire de Daniel, elle inspire. Par exemple, au moins 2 livres sont parus et parlent de cette histoire, comme le livre appelé La disparue de Belle-Île de Christophe Ferré, ainsi que l'œuvre écrite par la Belle-Îloise Mathilde Millet qui s'appelle J'ai disparu. Au fil des années, la disparition de Daniel Judic s'est ancrée dans les récits populaires de Belle-Île et a même pris une dimension de légende urbaine. Les histoires circulent et chacun a sa propre version des faits et sa propre hypothèse, entre ceux qui pensent à une disparition volontaire, à un accident tragique, et ceux qui évoquent des théories plus sombres ou fantastiques. Dans un pays comme la Bretagne, riche en mythes et en mystères, cette disparition a naturellement trouvé sa place parmi les contes populaires en résonance avec des histoires de naufrages, de spectres ou encore des légendes locales. Ce qui rend cette affaire unique, c'est qu'elle continue de nourrir les conversations et d'intriguer, même des décennies plus tard. Pour certains habitants, il n'est pas rare d'entendre des récits embellis ou dramatisés, où l'histoire de Daniel devient presque une fable insulaire qui incarne le mystère de Belle-Île. L'histoire de Daniel Judic s'inscrit parfaitement dans cette tradition des récits bretons, où les disparitions mystérieuses, les mythes insulaires et les histoires inexplicables font partie de notre héritage collectif. Pour beaucoup, cette affaire rappelle l'attraction et le mystère des côtes bretonnes, des îles isolées et de la mer, qui semblent parfois dévorées sans jamais rendre. Cette énigme, aussi bouleversante que captivante, est devenue bien plus qu'une affaire non résolue. Elle symbolise un pan du patrimoine mystérieux de Belle-Île et de la Bretagne, et rappelle les liens profonds entre les habitants et leur île. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette exploration, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets quelques liens sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire et peut-être si vous avez votre propre hypothèse. Je vous retrouve plus rapidement que prévu pour une vidéo bonus qui sortira probablement dimanche, je pense dimanche soir à 19h certainement, sur ma chaîne. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper et vous verrez, c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. En attendant, je vous fais des beaux cueils et je vous dis, dann dich trop.